Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Super, ça commence bien. Donc, tout va bien. Excusez mon retard, mais j'avais des soucis de connexion. Donc, nous avons quelques personnes qui sont présentes. Donc, ça, c'est très bien. Et le thème d'aujourd'hui, alors je ne sais pas comment on fait pour partager. Je vous ai préparé un petit PowerPoint. pour partager, en fait, il faut ouvrir le document et ensuite cliquer sur la discussion Zoom sur partager l'écran. Et après, choisir le document. D'accord, merci. Donc, partager l'écran. Pourquoi ça se met comme ça? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint ou pas? Oui. Oui? Bon, ben c'est parfait. Donc, hop, voilà. Aujourd'hui, je vous propose de traiter ce sujet qui traite donc de la place du projet associatif et du coup de quelle évolution on va pouvoir faire au niveau de nos statuts. Donc, je voudrais vous rappeler que le fondement de la loi 1901, c'est effectivement cette fameuse loi qui a été faite en 1901, qui avait pour but, en fait, de pouvoir générer la liberté d'association, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le droit de se réunir pour défendre des idées et des valeurs. Et donc, le premier article de la loi 1901 donc, indique qu'il s'agit d'un contrat d'association et que ce contrat d'association, il devra encadrer le fonctionnement de toutes les associations qui ont leur siège en France et bien entendu chez vous, hein, d'accord, avec une activité permanente. Donc, la loi 1901, dans son premier article, et c'est donc ça qui est très important, donc c'est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Donc cet article-là, vous le connaissez bien. Donc, et donc, on se retrouve dans le droit des contrats. Donc, c'est quoi cette convention? Cette convention, c'est bien sûr les statuts de l'association. D'accord? Et c'est un acte fondateur d'une association. C'est donc la signature de ce contrat avec un minimum de 2 personnes. Et donc, ça les engage les uns par rapport aux autres. Donc, il y a un lien très fort entre chaque individu qui fait partie de l'association. Et en fait, cette loi 1901, elle a été quelque chose de complètement nouveau, puisqu'elle a préservé la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Donc, les fondements de l'association, donc, c'est la mise en œuvre de ce contrat à l'initiative de 2 ou plusieurs personnes, et ça doit respecter 2 principes. Le premier principe, c'est l'apport de connaissances. Ça veut dire que chaque personne qui adhère à une association, donc qui adhère à ses statuts, elle doit avoir l'intention d'apporter ses connaissances ou apporter des activités, donc apporter des compétences. Et deuxièmement, elle doit avoir la volonté de mettre en commun ses connaissances ou son activité. Et ce sont les éléments principaux, d'accord, de ce contrat d'association. Donc, si vous comprenez bien, ça veut dire qu'à partir du moment où j'adhère à une association, eh bien, je me trouve acteur de cette association et avec l'idée de mettre en commun bien, mon temps, mes moyens et mes connaissances et de les mettre en commun. Donc, pour ce faire, eh bien, il faut donner du sens à cette mise en commun. Et ce sens, normalement, on doit les retrouver dans la rédaction des statuts et en particulier dans un article qui est censé s'appeler la vocation de l'association, qui est le premier article de base avant celui qui va traiter de l'objet. Et donc, cette vocation, on dit aussi une finalité, un but général, c'est vers quoi on veut tendre sans jamais atteindre. Par exemple, lorsqu'on dit développer, on peut toujours développer. Quand on dit favoriser, on peut toujours continuer à favoriser
c'est un but que l'on n'atteint jamais. Et ça, très souvent, dans les statuts, on a du mal à le retrouver. On va trouver des activités, on va trouver des formules alambiquées qui, finalement, on a du mal à les comprendre, mais au moins, la vocation n'est pas tout à fait claire. Donc, si ce n'est pas clair dans la rédaction, c'est forcément pas très clair dans la présentation. Et donc, également, dans les statuts, on va retrouver les activités proposées, donc les actions et les objets. Autrement dit, quels sont les axes d'action par lesquels l'association souhaite exprimer sa vocation vers le plus grand nombre. Donc, c'est donc finalement un moyen pour atteindre la vocation. Donc, une fois qu'on a la finalité, les activités, on peut décrire par quels moyens on pense mettre en œuvre nos activités, et donc, c'est-à-dire par le bénévolat, le salariat, la communication, des méthodes, etc., etc. Donc ça, c'est la base. Et du coup, aujourd'hui, les associations qui auraient dû suivre ce chemin, elles se retrouvent avec des préoccupations à très court terme. Ces préoccupations, finalement, est-ce que j'ai des adhérents, c'est-à-dire des personnes qui ont fait cette démarche de devenir acteurs, ou est-ce que j'ai des usagers? Et dans le mot usager, on comprend bien que ce sont des personnes qui vont utiliser les services de l'association. J'ai d'autres préoccupations qui sont d'ordre financier, donc je me dis que c'est important pour moi que j'ai le plus de monde possible à mes activités, et parfois j'oublie tout le chemin que j'évoquais précédemment. J'ai également des partenaires financiers qui aujourd'hui vont être très attentifs à la vocation de l'association et non pas, et beaucoup moins en fait à la notion d'activité. Je suis aussi contraint par des réglementations. Ainsi, si je n'arrive pas à bien structurer mon organisation, à bien donner un fil conducteur à mon organisation, je peux parfois m'éloigner des réglementations ou m'éloigner de l'intention que j'avais à l'origine, par exemple, de respecter l'intérêt général. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, ces situations, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Eh bien, elles nous empêchent de prendre du recul parce que je suis pris dans l'urgence. Je n'ai pas le temps de prendre du temps pour échanger, c'est-à-dire que je suis toujours dans la course, donc je vais au plus court et que parfois je saute un certain nombre d'étapes nécessaires aux échanges et à la compréhension de fonctionnement. Puis je vais trouver des solutions d'urgence que moi j'appelle des solutions sparadrap. Et du coup, on ne sait plus pourquoi on a créé, dans quel sens on a créé notre association. On sait qu'on a une activité sportive, par exemple, etc. Mais pourquoi a-t-on créé cette activité sportive? Qu'est-ce qu'on veut obtenir comme effet ou comme résultat? Alors aussi, du coup, on se retrouve à être beaucoup obligé de conduire des réflexions liées à la rentabilité, liées à la gestion financière et d'être pris par des préoccupations du quotidien qui vont empoisonner notre temps, notre démarche, les relations que l'on peut avoir avec les uns et les autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence? Finalement, on ne parle que d'activité et on ne parle pas de la vocation, c'est-à-dire des valeurs que l'on veut défendre au sein de notre association. On va négliger l'investissement de nos bénévoles, c'est-à-dire que ça va nous paraître tellement naturel, ou bien on va les oublier parce qu'on va décider que si on fait tout seul, c'est plus facile et on perdra moins de temps. On va perdre des bénévoles qui ne vont pas se sentir concernés, qui ne vont pas comprendre qu'ils ont des valeurs à défendre, une éthique, etc. Que de ce fait, et ça vous le connaissez très bien, aujourd'hui, on a l'impression de n'avoir que des usagers consommateurs qui en plus vont critiquer notre travail. Et de ce fait, on va penser qu'autour de nous, on n'a que des ennemis qui freinent le développement de nos activités. Et dans les faits, on va se rendre compte que nos statuts ne correspondent plus à la réalité actuelle.
Donc, eh bien, nous allons se poser la question, quelles sont les solutions qui existent pour nous aider à nous en sortir? Bien, il est vrai qu'il faut faire un arrêt sur image et se poser des questions. Et pour se poser des questions, eh bien, il existe un outil qui s'appelle le projet associatif et qui permet de donner du sens à nos actions, ou les rappeler en tout cas, et peut-être réorienter en fait ce que l'on avait imaginé au départ de notre association, et donc de formaliser les motivations qui vont nous permettre d'agir au sein de l'association et donc de faire le point sur l'association. Et pour cela, on a un grand intérêt à faire cela, c'est que c'est un travail qui est partagé. Du coup, en écrivant notre projet associatif, on va avoir une ligne directrice qui va être commune à l'ensemble des acteurs de notre association, que ce soit les bénévoles, les salariés ou les adhérents. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un projet associatif? C'est quelque chose qui constitue notre stratégie à moyen et long terme de notre association. Voilà où on en est aujourd'hui, voilà où on en était hier et demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on veut et quels moyens on va se donner pour pouvoir y aller. Donc, ça nous indique les voies et les moyens qu'une association doit adopter pour atteindre des buts que nous allons réaffirmer. Notre projet associatif, il permet de vérifier que les actions et les activités de notre association répondent bien au but. Ou est-ce qu'on s'est éloigné petit à petit, en fait, des buts que l'on s'était donnés et qu'on a développé des activités parce qu'on en avait besoin pour les finances ou autre chose. Il permet à chaque acteur de l'association de savoir pourquoi et pourquoi il agit. Il permet aux partenaires de comprendre le sens des actions de l'association et il favorise la réflexion commune et partagée. Donc, il nécessite une méthodologie et souvent un regard extérieur, donc à suivre. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je suis intéressée pour échanger avec vous, voilà, sur ce propos où j'ai été assez rapide. Donc, c'est expliquer qu'à la base, on avait une vocation, que cette vocation, on a souvent du mal parce que c'est un exercice difficile, donc on a du mal à les reformuler ou à les formuler, que cette vocation, elle s'est déclinée en son temps en actions, que peut-être ces actions sont moins utiles ou doivent évoluer, et que du coup, notre vocation doit aussi être re-questionnée, que par les urgences du quotidien, bien, on peut oublier d'exprimer les vocations pour ne traiter que des actions au quotidien, c'est-à-dire des préoccupations du quotidien de nos activités, que de ce fait, eh bien, les personnes qui sont adhérents à l'association, les acteurs de l'association, peuvent avoir oublié le sens de notre association et s'exprimer que sur des choses très concrètes et matérielles, alors que c'est bien l'intention qui nous fait avancer et la notion de projet. Et un projet associatif, c'est un document que l'on écrit en commun, donc qui est structuré, et qui permet d'identifier en fait quelles sont les actions et les moyens que l'on a l'intention de faire dans les 5 années prochaines, que du coup, ça permet à l'association de se donner les moyens, soit par des excédents de ressources, de pouvoir les positionner dans la prévision de notre projet associatif, et que ça permet également d'expliquer aux gens le pourquoi on veut faire les choses et donc de pouvoir communiquer avec. Voilà ce que, en résumé, je peux dire. Et je reste donc à votre disposition si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire. Je vois qu'il y a Madame Pétricien qui est là. Je ne vous entends pas. Désolée, bonjour, je viens d'arriver parce que je sors de notre atelier et je vois que j'arrive à la fin de votre présentation. Alors voilà, je suis embêtée. Pas de souci. Qu'est-ce qui vous intéresse sur ce sujet?
Ben, en fait, je suis secrétaire générale d'une association, d'un centre social. Et du coup, ça m'intéressait bien de savoir, voilà, par rapport au projet social, ce que vous disiez de cela. Alors, dans un centre Le projet social, associatif. Le projet oui, dans associatif. un centre social, j'ai deux aspects. J'ai un projet social, donc ça, c'est ce qui va permettre d'attendre des résultats sur les usagers. Et j'ai un projet associatif qui, lui, va mobiliser les adhérents de l'association et les bénévoles de l'association pour se dire que ça n'est pas une administration. Au contraire, c'est un organe vivant qui se pose des questions, qui réfléchit et qui veut défendre des valeurs et qui porte ces valeurs au travers de l'éducation populaire, par exemple, dans votre cas. Tout à fait. Voilà, et que donc, pourquoi on va mobiliser des bénévoles? Et au lieu de leur demander d'intervenir sur tel point ou tel point, il faut qu'eux, ils sachent la raison d'être qui va leur permettre de vouloir intervenir. Donc, pour ça, eh bien, on a deux choses. On a l'Institut qui, normalement, à l'origine, a défini quelle était la vocation de la structure. Et ensuite, cette vocation, elle a été déclinée donc en objet, c'est-à-dire en déclinaison d'un certain nombre de familles d'activités ou d'activités. Voilà. Donc vous, par exemple, en tant que secrétaire général de l'association, ça fait combien de temps que vous n'avez pas étudié vos statuts? Et vous, Madame Ozado, comme j'ai suivi une formation avec vous, donc, donc vous pensez bien que, voilà, nos statuts ont été revus, comme vous m'avez sollicité, comme vous nous avez proposé d'ailleurs, et ça a été fait en juin, alors en septembre, puisqu'on avait repoussé, en septembre dernier. Et voilà, et donc à la prochaine Assemblée générale, en fait, on sera sous le format de notre statut. Donc, on fonctionne d'après notre statut. Donc, ce qui serait très bien à partir de ce moment-là, c'est de vous dire, vous avez calibré vos statuts. Ça serait intéressant maintenant d'élaborer votre projet associatif. Ce projet associatif, c'est vous dire, dans les 5 prochaines années, comment vous allez développer la vocation de votre association et les activités. Et je dis bien, il faut d'abord raisonner entre la vocation, c'est-à-dire vous dire, dans ma vocation, j'ai peut-être plusieurs aspects, et aujourd'hui, mes activités, elles répondent à quels aspects de ma vocation. Et que du coup, eh bien, comment on va pouvoir mettre en avant, en plus, ces vocations ou cette vocation pour donner du sens à nos activités. Et ça, c'est intéressant et important. Et en plus, ça peut mobiliser tous les acteurs de l'association. C'est vrai qu'on a un peu cet esprit, même si on n'a pas écrit vraiment un projet associatif, mais en faisant notre projet social, on inclut quand même le projet associatif quand même. Et du coup, on est dans cette voie et de vraiment faire matcher les deux pour que l'association, effectivement, réponde pleinement à sa vocation, voilà, en tant que telle. Et quelle différence vous feriez entre un projet social et un projet associatif? Est-ce que le projet social est à destination des usagers ou pas? Alors, le projet social, il est plus sur des initiatives habitants. Oui. Voilà. Et voilà. Et on a toute cette partie donc de remontée des usagers, des habitants. Oui. Et que nous essayons de l'autre côté de faire matcher avec le projet associatif, parce que nous avons les bénévoles de l'autre côté et que nous faisons travailler les bénévoles avec les salariés pour promouvoir l'association en elle-même. C'est bien ça. Et du coup, est-ce que votre projet associatif, il se décline en projet dans le temps, en étapes dans le temps? Alors oui, on a des domaines d'activité, enfin des domaines d'action, des axes, voilà, des axes, nous avons défini des axes, et sur 4 ans, Bien. et
Voilà, et donc voilà, on tente de faire par an, de faire après un découpage par an sur les thèmes, comme on va les mener, et voilà, Ça, c'est super. c'est ça. Et est-ce que toutes vos activités, vous les avez classées selon ces axes? Eh bien oui, oui, on les a classés parce que, par exemple, on a un axe, je sais pas moi, enfance, par exemple, dans lequel on va avoir différents types d'activités. On va avoir les activités qui sont initiées par les habitants. On va avoir des activités où on va faire un ACM, par exemple. On va avoir, par exemple, du soutien scolaire aussi. On va avoir, par exemple, des informations pour les parents sur des Oui, thématiques, soit de la santé, oui, soit de l'éducation, etc. oui. Alors justement, si vous avez choisi un axe enfance, comment est-ce que dans vos, comment est-ce que dans vos statuts, enfin, sur quelle vocation relève cet axe enfance? J'ai pas de micro. Quand vous me dites sous quelle vocation, Oui. c'est qu'est-ce que- C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous développez sur un quoi on axe s'appuie. enfance? Voilà, sur quoi on s'est appuyé, c'est ça pour, Mhm. Oui, donc on a eu plusieurs choses. On a eu un questionnaire qu'on a diffusé aux adhérents, aux habitants du quartier, à l'école. On a rencontré, par exemple, la directrice de l'école pour connaître les problématiques des enfants. oui, ça S'il c'est y un avait état des lieux. Mais Voilà, on a fait tout cet qu'est-ce que état vous des lieux. espérez pour les enfants? Qu'est-ce que? Vous espérez pour les enfants? Alors voilà, donc on a par exemple une thématique sur les 10, sur les enfants 10, Oui, où on a vraiment cet objectif d'accompagner les parents vers des professionnels, parce que c'est très difficile pour les parents de oui, rentrer en contact avec des professionnels, oui. voilà, et donc de pouvoir faire entrer ces parents en contact avec des professionnels. Et là, nous Oui, mettons en place un séminaire, oui, par exemple, sur une demi-journée avec tous les professionnels, des ateliers, enfin des oui, oui, choses comme ça. oui. Mais dans quel but? Vous voulez que les enfants s'insèrent dans la... qu'il n'y ait Ben, pas de décrochage? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous espérez? alors de ce côté-là, que les enfants puissent trouver un mieux-être, parce que ceux qui C'est ça? sont à la traîne, voilà, mais il y a aussi que les parents aussi, qui sont beaucoup en émotion par rapport à cette situation, eh bien, qu'ils puissent trouver des Une solutions, écoute. qu'ils puissent trouver l'écoute en fonction de leurs besoins, qu'ils puissent trouver. Mhm. C'est ça notre idée pour eux. Et donc, globalement, vous, dans votre vocation, c'est accompagner les enfants et les familles d'enfants différents, peut-être. Oui, oui. Et vous avez choisi de travailler d'abord sur les 10, qui ne vous empêchera pas plus tard de travailler sur une autre pathologie, etc. Exactement. On l'a fait avec les 10 et puis on l'a fait aussi un peu, toujours dans l'accompagnement, on a appelé peut-être l'hygiène de vie de l'enfant, donc sur d'autres paramètres qui sont la nutrition, le sommeil Et et donc, pourquoi est-ce que vous voulez travailler sur l'hygiène de vie de l'enfant? c'est justement pour aider les parents. En fait, on a deux choses. On a aidé les parents dans le cadre de leur parentalité, en fait, hein, de leur éducation, de les Oui. accompagner de ce côté-là, et puis aider les enfants aussi à être en... Si on agit sur les parents en apportant aux parents les informations qui sont nécessaires, eux, dans leur éducation, ils Mm. vont également apporter un cadre de vie à leurs enfants pour les faire évoluer voilà, de Vers bonne un manière. bien-être et une santé. Et une santé, voilà, qu'ils arrivent à l'âge adulte en santé. Mm. C'est bien. Voilà, c'est une thématique comme ça. Bon, on essaie un peu de réfléchir comme ça. C'est vrai que c'est long, c'est pas vraiment quand on est bénévole et qu'il faut y Mm. travailler, mais on a des salariés maintenant avec le centre social, donc ça aide énormément parce qu'ils travaillent aussi avec nous et ça nous fait travailler dans une belle collaboration bénévole, salariés. Et même, on a intégré aussi des habitants, un comité d'usagers qui Oui. aussi nous apporte des éléments intéressants. Et c'est
que je trouve bien dans votre démarche, c'est-à-dire que vous êtes toujours près du terrain, si je puis dire. Toujours en contact avec la réalité qui vous entoure pour y répondre au plus près. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment ce qui nous guide. Et il y a beaucoup à faire. Donc, ce qui nous guide, hein, on regarde ce qui se passe. Ouais. On interroge les uns et les autres et on se dit, voilà, c'est un axe à prendre. Et comme vous dites, qu'est-ce qu'on aurait aimé pour eux? Qu'est-ce qu'on aurait aimé? Qu'est-ce qu'on voudrait? Là où est-ce qu'on voudrait les amener? Et est-ce que toute l'équipe qui réfléchit sur ces sujets, est-ce qu'elle se renouvelle? Ou est-ce que vous êtes toujours la même équipe qui travaillait sur ces sujets? Non, on a différentes personnes. Par exemple, on a fait des groupes de travail. On a un groupe de travail qui est sur tout ce qui est la famille, la sécurité, la prévention, l'enfance. On a un autre qui travaille sur la jeunesse, sur plus la cohésion. Donc, et on a un groupe qui est un peu, pas vraiment dans la proposition, mais c'est un groupe qui est là avec comment ça s'appelle? Avec les entrepreneurs du quartier. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le quartier, puis qui sont en auto-entrepreneurs probablement, ou bien qui ont des petites entreprises. Et voilà, être avec eux, voir comment on pourrait avancer avec eux, de quoi ils ont besoin, est-ce qu'on... Voilà. Vraiment sur ça. Donc, voilà notre expérience. Oui, c'est très bien. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, quelle question je pourrais avoir? Alors, la question que je pourrais avoir, c'est comment fédérer plusieurs associations de même coin, voilà, et comment on pourrait fédérer sur quoi? Est-ce qu'on pourrait fédérer sur un axe peut-être? Ou bien, voilà, comment on pourrait envisager de fédérer avec d'autres associations du quartier et qui auraient eux aussi leur propre projet? Alors, est-ce que vous les connaissez, ces associations? Alors, il y a deux Oui. foyers ruraux comme nous. Oui. Il y a une autre association de prévention sécurité, en fait. Et on travaille déjà beaucoup avec l'association qui travaille sur la sécurité, la prévention, sur la prévention. Mais les deux autres, on s'est déjà rencontrés. Et voilà, la position que nous, on aimerait avoir, c'est une position basse où on ne serait pas là à venir apporter des choses, voilà, mais plutôt de partager et de voir ce que chacun pourrait apporter à chacun. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est que vous rencontriez, mais avec un support matériel. Ce support matériel, c'est une grille. C'est-à-dire que quelles sont les actions, chaque association décrit, voilà les actions que je fais, voilà le public, le résultat attendu. Oui. Et voilà les moyens matériels que j'ai et voilà les compétences que j'ai. OK. Donc, et chacun va se présenter et ça veut dire que dans la notion de fédérer, c'est l'idée de partager. Est-ce qu'on peut partager des compétences? Est-ce qu'on peut partager des bénévoles? Est-ce qu'on peut partager des publics? Vous allez vous poser clairement les questions et chacun va réfléchir et va se dire, bah oui, peut-être. Et ensuite, l'idée, c'est essayons sur un truc. Ouais. Essayons, ne nous engageons pas idéalement et ça ne marchera jamais. Essayons sur un truc très ponctuel et facile à faire, à partager. Ouais. Et donc, et je vais aussi pouvoir peut-être partager des moyens matériels. En plus, si vous me dites que vous souhaitez que ça soit du quartier, voilà, ça sera encore plus simple. Il y aura de la proximité. Mais il faut que vous ayez cette grille
Et après, vous en faites une troisième grille qui est celle Oui. des choses que vous allez mettre en commun. En commun. Voilà. OK. Est-ce que c'est clair pour vous? Très clair. Très clair. Très clair. Ben, merci. Merci. Voilà. Et ça sera intéressant que chaque structure, elle est au départ pas trop de personnes ensemble, 3 personnes par exemple. Au D'accord. départ. Au départ, Parce oui. que c'est pas plus facile pour échanger quand on est trop nombreux. C'est très compliqué pour prendre des décisions, être structuré, etc. Voilà. D'accord. OK. Super, merci. Mais je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à poser? Je vois qu'il y a Madame Zamor. Mais je ne la vois pas. Je vois qu'il y a 2 questions dans le chat. La première, c'est de Karen qui demande quelle est la méthodologie recommandée pour construire le projet associatif. Ah. Alors, la méthodologie, c'est un exemple qu'a proposé Madame Pétricien, c'est premièrement faire un diagnostic. Puisque l'idée d'un projet associatif, c'est bien d'aller d'un point A à un point B. Donc, dans mon diagnostic, c'est faire mon état des lieux et comparer cet état des lieux avec mes statuts, c'est-à-dire est-ce que cet état des lieux, c'est-à-dire voilà mon public cible, voilà mes activités, voilà mes résultats attendus et voilà les difficultés que je rencontre. Est-ce que tout ça, je peux le retrouver facilement dans mes statuts? À partir de ce moment-là, c'est quelle va être la situation souhaitée. Et dans la situation souhaitée, bien c'est quel va être mon public cible. Enfin, on va retrouver tous les éléments. Et du coup, on va voir le chemin qu'il faut parcourir pour chacun des aspects. Et à partir de là, eh bien, on va se mettre un calendrier de travail pour dire bah, l'année 1, on va faire ça, l'année 2, on va faire ça, l'année 3, on va faire ça. Mais à la condition que ça rentre bien dans la vocation de mon association et que ça rentre bien dans les résultats attendus. Et donc, pour faire ce travail, eh bien, il faut que ce travail il soit partagé. Et pour qu'il soit partagé, alors ça dépend de la structure dans laquelle je suis. Bah, d'abord, ça doit être partagé par les bénévoles. Alors, je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, moi, j'ai un souci pour tout ce qui est des clubs de sport. Parce que spontanément, bien, on va dire, j'ai un club de tennis, ben, tout le monde va penser tennis. Or, le projet associatif, ce n'est pas du tout ça. Et la vocation, ce n'est pas du tout ça. La vocation, c'est qu'est-ce que je veux faire avec l'activité tennis? Est-ce que je veux permettre l'accès au tennis pour tous? Est-ce que je veux que le tennis soit un support pédagogique? Est-ce que je veux que le tennis soit un support pour la santé physique? Est-ce que je veux, je ne sais plus si je l'ai dit, aller vers la compétition? Voilà. Et tout ça, ben, ça donne une direction, vous comprenez? Et ça, on va la retrouver normalement dans la vocation de mes statuts. Et du coup, eh bien, quand je vais développer l'activité tennis, je vais chaque fois donner du sens à mes programmes. Et chaque année, mon programme va changer. Par exemple, je vais décider qu'une année, les programmes d'activité, donc les cours, les compétitions, les rencontres, tout ça, elles auront une thématique commune qui sera la santé. L'année suivante, eh bien, on aura une thématique commune qui sera en quoi le sport va améliorer le comportement des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui va être un travail partagé où on va décider, on va travailler sur ces thèmes-là, on va mettre en place des supports d'évaluation pour savoir si on a atteint les objectifs. Et tout ça, on va le faire globalement sur 5 ans. Et que, par exemple, ça pourrait être développer une nouvelle activité, parce qu'aujourd'hui, dans mon activité sportive, je ne m'adresse pas, j'en sais rien, aux enfants de moins de 6 ans. Eh bien, si on a décidé que c'était intéressant, on va se dire, on va donner les moyens de développer cette activité. Et ça va rentrer dans mon projet associatif. Et ensuite, il faut que lorsque j'ai dessiné ça sur le papier, il faut identifier qui va porter le projet. C'est-à-dire, parmi
les bénévoles, les adhérents, qui va adhérer et porter et exprimer les valeurs, etc. du projet. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. Est-ce qu'il y avait une deuxième question, j'ai entendu? Oui, c'était sur quels sont les points et critères de vigilance. Comment savoir si mon projet associatif est pertinent ou trop large, trop étroit? C'est une question de Lorraine. Alors, le projet associatif, il a 2 étages. Il a un étage sur les valeurs et les valeurs et l'éthique que l'on veut défendre. Il a un deuxième étage qui est très opérationnel et très concret. Et dans l'opérationnel et très concret, on parle beaucoup du projet associatif en assemblée, enfin on devrait parler beaucoup du projet associatif en assemblée générale, parce que lorsque l'on fait des bénéfices, on doit affecter nos bénéfices au projet associatif. Donc, il va falloir identifier quels sont les besoins financiers. Et c'est là où on a un point de vigilance, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de se lancer dans un projet associatif qui sera inatteignable sur le plan des moyens financiers ou des moyens matériels. Par contre, ça n'enlève pas d'être ambitieux. C'est ça, cet équilibre qui est un peu précaire entre la volonté de faire quelque chose de grand, et c'est quelque chose qui doit donner envie aux bénévoles, aux adhérents, d'aider et d'accompagner. C'est quelque chose qui doit être vraiment un moteur pour l'évolution et faire avancer les gens et permettre le partage. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire tout seul. Ça, c'est un point de vigilance. Ce n'est pas l'équipe dirigeante qui doit le faire tout seul. Parce que justement, ce sera toujours elle qui décide et on a l'impression de se retrouver non pas dans une association, mais dans une espèce de petite entreprise. Voilà. Et ça, c'est très négatif. Voilà les 2 grands points de vigilance. Et dernier point de vigilance, lorsqu'on construit le projet associatif, il faut savoir écouter tout le monde. Et là, on va se retrouver, c'est-à-dire qu'il y en a toujours qui ont des tas d'idées et qui sont toujours très forts pour s'exprimer, etc., au dépend de personnes qui sont plus timides et plus réservées et qui parfois ont d'excellentes idées. Donc, il faut trouver des systèmes qui permettent en fait à chacun de pouvoir s'exprimer. Alors pour ça, vous avez toutes les méthodes de brainstorming qui peuvent être très intéressantes. Et puis dans l'état des lieux, c'est vérifier finalement que les personnes, elles connaissent la raison d'être de l'association. Souvent, elles connaissent les activités, mais la raison d'être, elles ne la connaissent pas. Donc, c'est important de pouvoir l'exprimer. Voilà. Voilà les points de vigilance que je vois. Et il faut toujours que ce soit un document écrit pour qu'on s'en rappelle, voire affiché. Voilà. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Le projet associatif, donc on voit qu'il y a tout un travail derrière, mais est-ce que pour autant, ça peut être un document assez succinct? Enfin, est-ce qu'on peut synthétiser au maximum ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit un gros pavé Alors, il faut que ça soit des schémas. Moi, je suis pour les schémas. C'est pas la peine de baratiner, si vous voulez. D'accord. Oui, on peut tester sur quelque chose d'assez, de clair, de synthétique, pas forcément d'aller dans un détail. Pas de littérature. D'accord, ok. C'est l'essentiel parce que ça doit être un guide et que tout le monde puisse le voir en regard spot, si vous voulez. Et que ça s'affiche. Donc, vraiment, faites des schémas. Ok. Vous avez des exemples de schémas? Oui, alors en schéma, vous pouvez avoir un exemple comme un organigramme où vous avez tout en haut la vocation ou le public, et puis plutôt des valeurs que vous voulez défendre. Et puis dessous, vous déclinez ça en relais, en étage intermédiaire, et puis après en étage secondaire. Et ça vous fait dessiner tout un ensemble de projets à développer.
Ok. Vous avez aussi des cartes de mid-mapping qui vous permettent de faire aussi des choses intéressantes. Tout à fait. Voilà. Ça, vous regardez sur Internet, sur les outils de structuration de la pensée. Oui, et je vois. vous aurez des exemples. Voilà. Parce que Ok, c'est très bien. vraiment la structuration de la pensée. D'autres questions? C'est pas facile hein, de parler de projet associatif, de parler de statut comme ça dans cette expérience. Mais bon, c'est une initiative et c'est une expérience très, très intéressante. J'espère. Pour vous. Toujours pas de questions? Bon, on va peut-être clore notre séance alors. On vous a dit que les supports, ils seront à votre disposition? Oui, merci. Très bien. Je vois quelqu'un qui m'a levé le pouce. Je veux dire super. Voilà. Bon, mais écoutez, moi, je ne veux pas rester dans ce silence assourdissant. Je vais vous proposer qu'on se quitte. Et puis moi, j'interviens demain à 2 occasions, une sur le bénévolat et puis une sur l'intérêt général. Voilà, des sujets qui sont importants pour moi et pour vous. Voilà. Justement, Madame Osado, je ne serai pas à l'atelier de demain sur l'intérêt général. Mais comment est-ce qu'on a besoin de se faire reconnaître comme association d'intérêt général ou pas? Non. C'est dangereux de le faire. Comment? J'ai pas entendu. C'est dangereux de le faire parce que se faire reconnaître, c'est de demander un rescrit fiscal. Et quand vous demandez ce rescrit fiscal, il est à l'instant T. Or, à N+1, vous avez changé de fonctionnement. Donc, il n'a plus aucune valeur. Et puis, sur le coup, vous pouvez, on ne le sait jamais, hein, mais vous pouvez donner un éclairage sur votre structure qui ira à contre-courant de ce que vous espérez. Alors qu'en fait, l'intérêt général, c'est un état d'esprit, donc il faut s'interroger régulièrement dessus. Voilà. Et demain, je le dirai très clairement ça, que c'est vivement déconseillé de se faire reconnaître. Mais par contre, de vivre en permanence la notion d'intérêt général, oui. D'accord. Voilà. Merci. D'autres questions? Bon, écoutez, je vous quitte alors. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.